Nous sommes le 30 août 1992 sur le circuit automobile de Spa-Francorchamps en Belgique. C'est là que se déroule un Grand Prix qui va marquer à jamais l'histoire de la Formule 1, et cela pour deux raisons. D'abord, c'est ce jour-là qu'un jeune pilote allemand de 23 ans remporte la première course de sa carrière, la première d'un interminable palmarès qui affichera 91 victoires, Michael Schumacher. Mais si on s'en souvient aussi, c'est que 2 jours plus tôt, le 28 août, la compétition a bien failli virer au drame. Lors des essais libres, le jeune pilote français Éric Comas s'élance dans sa Ligier. Dans la longue courbe de Blanchimont, le monoplace dérape et sort de la piste à pleine vitesse, percute les rails de sécurité et rebondit avant de finir par s'immobiliser en plein milieu du circuit. Touché par le malheureux rebond d'une de ses propres roues, le pilote reste inconscient au volant d'un bolide dont le moteur hurle toujours à pleine puissance. Les secondes qui suivent relèvent du courage à l'état pur. Un autre pilote, Ayrton Senna, déboule à son tour, mais ne se contente pas de contourner l'épave alors que les voitures des concurrents peuvent surgir à chaque instant. Le Brésilien s'extirpe de sa McLaren et se précipite vers la carcasse de la Ligier. Au hurlement du moteur, Senna comprend que le pied de Comas s'est bloqué sur l'accélérateur. À cette minute, la Ligier est une bombe à retardement. Au milieu des coulées d'huile et des vapeurs d'essence, la monoplace peut s'enflammer à n'importe quel moment. Au mépris de sa propre vie, Senna glisse pourtant la main le long du corps de Comas et parvient à couper le moteur. Alors que les ambulances arrivent, le Brésilien soutient la tête de Comas pour lui permettre de respirer correctement. 20 minutes plus tard, quand il reprend conscience dans l'hélicoptère des urgences, le Français comprend qu'il est passé tout près de la mort. Il le répétera souvent ensuite. Sans le courage du Brésilien, sa vie aurait pu se terminer là. Près de 2 ans plus tard, au Grand Prix de Saint-Marin en Italie, l'ironie veut qu'Éric Comas soit à nouveau tout près de Senna, après le crash d'une Formule 1 sur le circuit d'Imola. Victime d'un problème matériel, Comas reprend la course, mais quelques centaines de mètres plus loin, le pilote aperçoit un hélicoptère au milieu de la piste, tout près de la carcasse d'une Formule 1 qu'il connaît bien, la Williams d'Ayrton Senna. Alors que le champion en tête de la course est évacué, Comas aperçoit dans le véhicule qui le transporte le casque du Brésilien, reconnaissable entre mille, avec sa couleur jaune et ses bandes vertes et bleues. Un coup d'œil à ce casque mutilé lui suffit pour comprendre que l'homme qui lui a sauvé la vie 2 ans plus tôt n'a aucune chance de s'en sortir. Comas a malheureusement raison. Ayrton Senna vient de percuter un mur en béton à plus de 200 km/h devant les caméras du monde entier et de se tuer au volant du bolide auquel il a consacré sa vie. C'était le 1er mai 1994, il y a 30 ans, jour pour jour. Celui dont le destin vient de s'arrêter brutalement sur le circuit d'Imola, à 14h18 précisément, avait commencé son existence 34 ans plus tôt au Brésil, au nord de São Paulo. Son père industriel, Milton da Silva, fait partie de ceux qui comptent dans la bonne société brésilienne. Son entreprise de métallurgie est l'un des principaux maillons de l'industrie automobile du pays. Que le petit Ayrton se retrouve très jeune avec un volant entre les mains n'a donc rien de bien surprenant, mais ce qu'il est davantage, c'est sa précocité. Ayrton Senna da Silva commence le karting pour s'amuser sur des engins bricolés par son père, comme celui équipé d'un moteur de tondeuse à gazon, mais très vite, il dispute sa première course officielle sur du vrai matériel de compétition. Et il la gagne sur le kartodrome d'Interlagos à São Paulo le 1er juillet 1973. Au-delà de son culot, son principal atout saute déjà aux yeux. Le Brésilien a le sens de la trajectoire. À ce petit jeu qui croise le physique, la géométrie, la mécanique des corps et celle des moteurs, tout se passe comme si l'adolescent trouvait d'instinct la bonne solution. À chaque courbe, dans chaque ligne droite, il sent ce qu'il doit faire pour grignoter les quelques dixièmes de seconde qui font la différence. Son poids joue aussi. Ayrton n'est pas chétif, mais il est léger, et ces quelques kilos de moins font la différence par rapport aux autres pilotes qu'il affronte, plus âgés, plus expérimentés, mais aussi plus lourds. Impressionné, son père finit par le confier à Lúcio Pascal Gascon, dit le Che, l'ancien mécano d'Emerson Fittipaldi, la grande star brésilienne du circuit, au début des années 70. En 1977, le jeune Ayrton remporte le championnat d'Amérique du Sud de karting et se lance au niveau mondial dans la foulée.
En 4 ans, il frôle par 2 fois le titre sans l'emporter, mais son avenir est déjà ailleurs, en monoplace. En 1981, Ayrton quitte le Brésil pour l'Angleterre où son talent éclate au grand jour en Formule Ford, un championnat qu'il remporte avec une classe folle. En 20 courses, il aligne pas moins de 12 victoires et 18 podiums. L'année suivante, il crève l'écran en Formule 3, l'antichambre de la Formule 1. Déjà, le jeune Brésilien discret, observateur et maniaque, se fait un nom et hâte et à proxima, oui, adieu da Silva, ce sera simplement Ayrton Senna. Malin, le pilote a compris qu'il avait tout intérêt à choisir le patronyme de sa mère pour marquer les esprits plutôt que celui de son père da Silva, trop courant au Brésil pour se distinguer plus facilement. Fin 1983, toutes les grosses écuries ont déjà un œil sur Senna, mais beaucoup le jugent à la fois trop tendre et très sûr de lui, quitte à friser parfois l'arrogance. Quand Ron Dennis, le patron de McLaren, lui propose de l'engager, le Brésilien réclame une place de titulaire. Ron Dennis est soufflé par le culot de ce gamin qui n'a jamais mis un orteil sur un circuit de Formule 1. C'est finalement une écurie plus modeste qui décroche la timbale. En 1984, Ayrton Senna rejoint l'équipe Toleman. Il ne lui faut pas trop longtemps pour faire ses preuves. Il marque son premier point en Afrique du Sud, puis un autre en Belgique. L'aisance de Senna sur la piste ne vient pas de nulle part. Au-delà de son talent brut, le Brésilien a vite saisi que la Formule 1 entre dans une ère où la condition physique des pilotes devient aussi essentielle que l'aérodynamique des voitures ou la puissance des moteurs. Avant les autres, Ayrton Senna comprend l'importance de la préparation sportive et mentale. Il entre en Formule 1 comme on entre en religion. Pour le pilote, gagner suppose un engagement total, corps et âme. L'obsession s'ajoute à l'instinct et bien des mécanos se rappellent encore d'avoir vu Senna se promener à pied le long de chaque circuit pour en sentir le dessin et pour repérer la moindre imperfection sur le bitume ou sur les vibreurs. Paraît que c'est légion et qu'il n'est pas le premier. En revanche, le soir à l'hôtel, les ingénieurs de l'écurie comprennent vite qu'il vaut mieux ne pas le croiser dans les couloirs la veille d'un Grand Prix, sous peine de se faire embarquer pour de longues heures de discussion. À Monaco, le 3 juin 1984, le génie de Senna éclate au grand jour, au même titre qu'un caractère passablement rebelle. Ce jour-là, des trompes d'eau s'abattent sur le circuit particulièrement exigeant de la cité monégasque qui prend place au cœur de la ville. La plupart des pilotes lèvent le pied ou abandonnent, mais pas le Brésilien, qui n'entend pas céder un pouce de terrain dans le mano à mano qui s'est engagé avec le Français Alain Prost. À la fin du 32e tour, la consigne tombe pourtant. La violence de la pluie est telle que la direction de la course demande aux pilotes de revenir à la grille de départ à basse vitesse. Tout le monde se plie à la consigne. Oui, tous, oui, sauf un, Ayrton Senna. Le pilote fonce tout droit vers la ligne d'arrivée sans tenir compte des drapeaux des commissaires. Prost est déclaré vainqueur, tandis que Senna, qui se sent volé, échappe par miracle à la disqualification pour se classer deuxième. L'épisode n'est que le premier d'une longue série de clashs entre le Brésilien et le Français d'une part, entre Senna et les commissaires de course d'autre part. Mais son coup d'éclat a fonctionné. Sur le pur plan du pilotage, personne ne peut contester qu'en dépit du déluge, Ayrton Senna était bien parti pour s'imposer sur l'un des circuits les plus compliqués du monde, comme si la pluie ne tombait que sur les autres. Pourtant, le Brésilien ne finit sa première saison en Formule 1 qu'en 10e position, loin derrière le vainqueur Niki Lauda. Mais son talent lui ouvre des portes et l'année suivante, Ayrton Senna démarre la saison chez Lotus. En avril 1985, sous la pluie d'Estoril, où il y a encore de la pluie, le Brésilien marque à nouveau les esprits, alignant la première pole position de sa carrière qui en comptera 65, le record du Tour et sa première victoire en Grand Prix. Cette année-là, comme la suivante, il finit à la 4e place. Mais tout le monde devine que son premier titre n'est qu'une question de temps. La saison 1988 marque une bascule. Le constructeur McLaren, l'écurie d'Alain Prost, négocie une alliance avec le japonais Honda. Le motoriste accepte à une condition, que McLaren recrute Ayrton Senna. Alain Prost d'un côté, un double champion du monde réputé pour son intelligence tactique, et Ayrton Senna de l'autre, son cadet de 5 ans, au style plus spectaculaire. Sur le papier, c'est un casting de rêve. Sur les circuits, c'est la même chose. À eux deux, Prost et Senna remportent 15 des 16 courses de la saison. Longtemps, Alain Prost caracole en tête, mais tout se complique quand le Brésilien grignote petit à petit son retard. Et l'émulation va tourner au conflit larvé.
C'est finalement Senna qui l'emporte d'un souffle en profitant d'une règle étrange qui consiste alors à décompter les plus mauvais résultats de la saison pour ne retenir que les 11 meilleurs. Prost a été plus régulier, mais c'est bien Senna qui touche le Graal. Il a alors 28 ans. Le fossé se creuse entre deux pilotes d'exception, entre deux hommes dont les tempéraments s'opposent. Celui du professeur Prost se distingue par un côté rationnel et méthodique que certains diraient calculateur et froid. Celui de Senna le pousse au panache, mais sa fougue frôle parfois l'excès et la saison suivante va en donner une démonstration éclatante. En 1989, le Grand Prix d'Imola en avril marque un tournant, sans mauvais jeu de mots, et la guerre fait désormais rage. Ron Dennis, le puissant patron de McLaren, tente bien de calmer le jeu, mais aucun des deux pilotes ne veut obtempérer. En toute fin de saison, dans une ambiance à couper au couteau, le Grand Prix du Japon s'annonce décisif sur le circuit de Suzuka. Ayrton Senna, en pole position, se fait pourtant déborder par Prost. Au 47e tour, Senna voit une ouverture et fonce, mais Prost ferme la porte. Les deux McLaren partent dans le décor. Tandis que le Français abandonne, le Brésilien repart et le verdict tombe à l'arrivée. Le Brésilien est disqualifié, le Français en profite pour décrocher son 3e titre mondial et pour annoncer un peu plus tard qu'il rejoint la Scuderia Ferrari. Le reste appartient à la légende du sport automobile. Après s'être rendu coup pour coup toute la saison, les deux hommes se retrouvent face à face pour l'avant-dernière course de la saison, au même endroit que l'année précédente. Avec 6 victoires pour Senna et 5 pour Prost, c'est au Japon que le sort du championnat va se jouer, pour la 2e fois de suite donc. La planète entière attend un duel qui promet, mais la planète en sera pour ses frais. Au départ de la course, Ayrton Senna patine et la Ferrari de Prost s'envole en tête. Mais le drapeau n'est pas tombé depuis 10 secondes que le Brésilien jette volontairement sa monoplace contre celle de Prost en prenant l'intérieur au premier virage. Les deux voitures finissent dans le décor, mais Alain Prost ne peut mathématiquement plus refaire son retard. En provoquant ce double abandon, Ayrton Senna vient certes de remporter son 2e titre mondial, mais dans des conditions que le Français ne lui pardonnera jamais. Même Ron Dennis, le patron de McLaren et de Senna, le dira. Ce jour-là, Senna m'a déçu. Alain Prost, qui n'a pas eu le moindre regard pour Senna en sortant de la carcasse de sa Ferrari, exprime de son côté sa colère. Jusqu'à présent, j'ai cru qu'il était un adversaire très dur mais correct sur la piste. Je ne le pensais pas capable de faire ça. Il a montré son vrai visage. Et cette fois, Prost a objectivement raison. L'accident s'est bien terminé, mais les deux pilotes auraient pu se blesser gravement. Les 3 saisons qui suivent sont plus calmes. En 1991, Ayrton Senna obtient son 3e titre mondial, à 31 ans, en ayant réussi à repousser les assauts du Britannique Nigel Mansell sur une Williams redoutablement efficace. L'année d'après, et tandis qu'Alain Prost fait une pause d'1 an, c'est d'ailleurs Nigel Mansell qui remporte la couronne mondiale au terme d'une saison qui ne restera pas dans les mémoires. À une exception près, le violent accrochage entre Ayrton Senna et Michael Schumacher, qui en viennent même aux mains sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne, la terre de Schumacher. En 1993, le retour d'Alain Prost au volant d'une Williams Renault fait courir un frisson dans le paddock, mais le Français vole vers son 4e titre de champion du monde sans le moindre scandale et sans anicroche. Son ultime saison se conclut par un triomphe et le Français termine devant Ayrton Senna avec 26 points d'avance et 7 grands prix gagnés, contre 5 victoires pour le Brésilien. Mais sur le circuit, tout le monde en a conscience. Le départ du Français rebat les cartes en Formule 1. D'autant qu'Ayrton Senna n'est pas tout seul. Derrière lui, la jeune génération a les dents longues. L'année 94 s'annonce intense. Et Ayrton Senna ne sait pas encore que ce sera malheureusement sa dernière année de compétition et la dernière année de sa vie aussi. Le début de la saison 1994 pourrait se résumer à ce vers fameux de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En effet, en perdant le professeur Prost, la discipline a perdu énormément. Et Ayrton Senna a perdu plus encore. Entre le Brésilien et le Français, l'affrontement s'était en quelque sorte apaisé depuis le départ de Prost de chez McLaren. Et Senna redoute alors l'absence sur les circuits de ce meilleur ennemi qui le poussait sans cesse à se dépasser. Le départ de Prost change aussi le statut du Brésilien, qui fait presque figure d'ancien à 34 ans sur un circuit où les jeunes loups se font déjà les dents. Damon Hill, son nouveau coéquipier, mais aussi Mika Häkkinen, Jean Alesi ou Michael Schumacher
à qui il s'est déjà frotté, je vous le disais. Même si Senna fait partie des favoris pour le titre, il est préoccupé. Il ne sent pas sa nouvelle monoplace, comme si la Williams refusait d'être sa Williams, comme si elle ne voulait pas répondre à sa manière de piloter. Le Brésilien ne masque pas non plus ses inquiétudes en matière de sécurité, alors que la FIA vient d'exiger le retrait des aides électroniques embarquées. Ce que Senna trouve d'autant plus dangereux que les tracés des circuits sont à peu de choses près restés les mêmes. Du côté des organisateurs, on lui oppose une statistique froide. Depuis 1986, aucun pilote de Formule 1 n'est mort au volant. La saison est déjà bien avancée lorsque les essais commencent pour le Grand Prix de Saint-Marin à Imola en Italie. Un Grand Prix qui restera à tout jamais dans les esprits. Le vendredi, Rubens Barrichello, le compatriote d'Ayrton Senna, jette sa Jordan Hart contre une barrière de pneus à 200 km/h. Le pilote s'en sort avec un bras dans le plâtre et un nez brisé, mais l'atmosphère se tend. Le samedi, une chape de plomb s'abat sur le paddock lorsque l'Autrichien Roland Ratzenberger percute un mur à 300 km/h au volant de sa Simtek Ford. Quelques heures plus tard, la nouvelle que tout le monde redoutait tombe, le trentenaire est mort. Un détail d'ailleurs va tout changer pour le lendemain. Ratzenberger a probablement été tué sur le coup, mais le décès n'a été constaté qu'à l'hôpital. C'est tout sauf un détail. Si son décès avait été prononcé sur le circuit, le Grand Prix aurait été reporté. Mais la décision de la FIA tombe, la course est maintenue. Le dimanche 1er mai 1994, les têtes sont lourdes sous les casques sur la ligne de départ. Ayrton Senna prend pourtant le temps d'un échange avec son vieil adversaire Alain Prost, reconverti en commentateur pour TF1. Les deux hommes se sont affrontés, mais leur respect mutuel est une évidence et les tensions appartiennent au passé. Au volant de sa monoplace, Senna lance un dernier message à Alain Prost. « Tu me manques, Alain !» Quelques minutes plus tard, le départ est donné dans le hurlement des moteurs, encore une fois marqué par un accident heureusement sans conséquence. La Lotus du pilote portugais Pedro Lamy percute la Benetton du finlandais Leto, immobilisé sur la grille. Le temps de nettoyer les débris du choc, la course ne démarre vraiment qu'au 7e tour. Talonné par Schumacher, le Brésilien se lance à 305 km/h dans la courbe de Tamburello lorsque sa Williams s'échappe soudain à son contrôle quand sa colonne de direction se casse, victime d'un défaut de soudure. Senna a beau freiner de toutes ses forces, sa monoplace percute le mur de béton à 212 km/h sous l'œil des caméras du monde entier. La télémétrie montrera que Senna a remis les gaz à quelques mètres du mur dans un effort désespéré pour faire déraper sa voiture et toucher le mur par le travers, mais hélas sans succès. Sur le circuit, c'est la confusion qui règne, tandis qu'on s'affaire autour de la Williams du champion. Alors qu'un hélicoptère emporte le pilote vers l'hôpital, la course se poursuit dans une atmosphère angoissée, pendant que les commentateurs ne savent plus comment interpréter les informations contradictoires qui leur parviennent. Au sol, ceux qui ont croisé le regard des urgentistes n'ont guère de doute, et ils ont hélas raison. Sur la piste, l'un des commissaires qui s'occupe d'évacuer la carcasse de la Williams découvre dans le cockpit un objet qui en dit long sur l'homme qu'était Senna. Le drapeau autrichien que le Brésilien s'était promis de brandir en l'honneur de Ratzenberger en cas de victoire. À 18h30, la doctoresse Maria Teresa Fiandri se présente devant la presse pour annoncer l'information que tout le monde craignait. En dépit d'une opération de la dernière chance, le circuit de Saint-Marin vient de faire sa deuxième victime du week-end. Ayrton Senna est mort. Le plus triste tient sans doute au fait que son destin s'est joué à peu de choses. Malgré la violence incroyable du choc, le corps d'Ayrton Senna est intact. Pas une fracture, pas un bleu. Mais une pièce de la suspension avant s'est brisée à l'impact pour aller percuter de plein fouet le casque du Brésilien. À 20 cm près, dira un témoin, Ayrton Senna, trahi par sa mécanique, est fauché à la sortie d'un virage comme il en avait maîtrisé des dizaines de milliers dans sa carrière, s'en serait tiré comme une fleur et serait rentré au paddock à pied. Vous l'imaginez et on s'en souvient, comme tous ceux qui étaient devant leur téléviseur, la mort d'Ayrton Senna provoque une vague d'émotion dans le monde entier, qui prend des dimensions plus vastes encore au Brésil. Le jour où la dépouille du pilote est rapatriée, des centaines de milliers de personnes se pressent sur la route qui relie l'aéroport et le centre de São Paulo, sa ville natale. À la veille des funérailles, ce sont 200 000 personnes qui défilent pour lui rendre un dernier hommage, quitte à patienter des heures dans une longue file qui dépasse les 7 km de long.
La popularité du pilote, son engagement auprès des plus pauvres et son courage au volant avaient depuis longtemps gagné les cœurs. Sa mort plonge tout un pays dans la peine et la tristesse, et dans la colère aussi. Le jour des obsèques, tout le petit monde de la Formule 1 est là, à une exception près, mais pas n'importe laquelle. Les proches du pilote ont bien fait comprendre à Bernie Ecclestone, le vice-président de la FIA, qu'il avait tout intérêt à ne pas mettre un pied au Brésil, alors que tout le pays reproche aux instances de la Formule 1 de n'avoir rien fait pour protéger les pilotes. À l'heure où les reproches le disputent à la tristesse, on cherche déjà des responsables. Preuve que cette colère n'est pas aveugle, Alain Prost fait partie de ceux qui portent le cercueil d'Ayrton Senna, comme si tout le Brésil avait compris l'immense respect qui se cachait derrière l'affrontement qui avait mis le monde en haleine. Au cours des 3 jours de deuil national qui s'ensuivent, sa sœur Viviane a ces mots pour son frère disparu, des mots qui résonnent au cœur de chaque Brésilien. Lorsqu'il accélérait, des millions de cœurs battaient pour lui. Après chaque victoire, Ayrton brandissait le drapeau national. Les Brésiliens pouvaient ressentir cette force et ce courage en eux. Eux aussi étaient des champions pendant ces instants. Quelques semaines plus tard, c'est d'un autre sport cher au Brésil que vient un nouvel hommage. Le 17 juillet 1994, aux États-Unis, la Seleção, l'équipe nationale, bat l'Italie en finale de la Coupe du Monde et remporte au tir au but son 4e trophée planétaire. Après le coup de sifflet final, toute l'équipe se regroupe alors derrière une bannière où sont inscrits ces mots « Senna, on a accéléré tous ensemble, le 4e est à nous ». Et aujourd'hui encore, Claudio Taffarel, le gardien brésilien, en est persuadé. Lorsque Roberto Baggio s'était lancé pour laisser le titre au Brésil en ratant son dernier penalty, Ayrton Senna y était forcément pour quelque chose de là-haut. Lionel Froissart, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Quelle place Ayrton Senna a-t-il dans l'histoire de la Formule 1 et dans votre propre panthéon ? Alors, il a une place énorme, évidemment, dans l'histoire de la Formule 1, mais bizarrement pas à cause de son palmarès qui est finalement assez modeste. 3 titres de champion du monde, 41 victoires. Beaucoup de pilotes, quelques pilotes ont fait mieux depuis. Mais je crois surtout que c'est sa personnalité qui a vraiment marqué les esprits. Vous l'avez bien expliqué dans votre récit. L'aura d'Ayrton Senna allait bien au-delà de celle du pilote. L'homme était fascinant, mystérieux. Il y avait un petit côté mystique. Il était c'était quelqu'un de très généreux, qui savait vraiment partager ses émotions qu'il ressentait à bord de voitures de course. Vous savez, le sport automobile a cette particularité. Tout le monde peut faire du tennis, du golf, du football, connaître ses sensations. Mais la course automobile a cette particularité qu'elle n'est pas à la portée de monsieur tout le monde. Vous ne ressentirez jamais ce qu'un pilote peut ressentir en abordant une courbe à 300 km/h, le comportement d'une voiture, une voiture qui glisse un petit peu et qu'il faut maîtriser. C'est une puissance folle. C'est un cheval sauvage qu'il faut maîtriser. Donc ça n'appartient qu'au pilote. Et Ayrton avait cette capacité à savoir partager ses émotions. Et je me souviens encore de ces conférences de presse après des qualifications ou après une course. On écoutait ça fasciné. Et bizarrement, quand il avait fini de parler, on avait peu de questions à lui poser parce qu'il avait tout dit. Et je crois que ça, c'était une des grandes forces d'Ayrton. Je crois que ça venait de sa personnalité aussi, ce partage, cette chose qu'il voulait absolument transmettre à ceux qui aimaient ce sport, qui l'aimaient lui. Lionel Froissart, vous avez connu Ayrton Senna, vous l'avez côtoyé comme journaliste de 1978 à sa mort il y a 30 ans aujourd'hui. Quel souvenir gardez-vous de l'homme ? Par exemple, comment était-il avec les journalistes ? Vous parliez des conférences de presse, mais est-ce qu'il était amical ? Il se confiait volontiers ? Il parlait de sa vie ? Il parlait de ses émotions ? Oui, alors la Formule 1 était organisée un petit peu différemment. Pour faire court, aujourd'hui, tous les pilotes sont obligés de parler. Il y a une journée de presse le jeudi précédant les Grands Prix. Donc, tous les pilotes parlent à un moment ou à un autre à tous les journalistes. À cette époque-là, en fait, en fonction des affinités que nous avions avec un pilote ou un autre, ou pas d'affinité du tout, on les voyait ou on les voyait pas. On les voyait beaucoup ou peu. Et moi, j'avais la chance d'être assez proche d'Ayrton Senna, et je précise aussi d'Alain Prost. Et donc, on arrivait à parler parfois longuement de la course, mais aussi de la vie. C'était quelqu'un... Alors, c'est un personnage à 2 facettes parce que
Il était d'abord très très sympa, très gentil. Il aimait beaucoup. Alors c'était pas lui qui initiait, si vous voulez, les blagues ou les choses comme ça, mais il aimait bien rigoler et être entouré en fait de gens qui le détendaient. Lui-même n'était pas porté vers la blague de manière naturelle, mais il aimait justement que des gens puissent le. C'est pour ça qu'il s'est très bien entendu, par exemple, avec Gerhard Berger, un autre pilote qui a été son coéquipier chez McLaren après le départ d'Alain Prost. Et Gerhard avait cette décontraction que Ayrton n'avait pas, lui, de manière naturelle, parce qu'il était tellement obsédé, focalisé sur le métier de pilote de course, sur cette nécessité de réussir, de se dépasser, d'aller au-delà pas de ses capacités, mais en tous les cas d'aller vraiment à la limite des possibilités de la voiture. C'était un cérébral, donc ça le travaillait beaucoup. Donc les moments de détente étaient les bienvenus. Mais c'est vrai que ces moments de détente sur les circuits étaient rares. Dès qu'il pénétrait dans un paddock de Formule 1, il était vraiment très très concentré. Et c'est là où je faisais partie de ces gens qui avaient cette chance de pouvoir l'approcher, pouvaient percevoir chez lui cette obsession de la performance et de la qualité de ce qu'il allait rendre au volant d'une Formule 1. Vous publiez, Lionel Froissart, un roman, L'icône immolée. C'est un livre écrit à la première personne dans lequel Ayrton Senna raconte ses dernières 24 heures, celles qui précèdent le drame. Comment cerner le caractère si complexe, si singulier de Senna ? Il y a des choses extrêmement sympathiques et d'autres où on a le sentiment que c'était vraiment un rebelle un va-tout. Il jette son va-tout dans beaucoup de domaines. Comment vous l'expliquez ? Oui, c'est cette recherche de la perfection moi je dis toujours, Ayrton ne faisait pas de prisonnier. Vous voyez, il était très 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 agressif, très dur, très correct, même si vous avez expliqué qu'à un moment ça a un petit peu débordé et dépassé les limites avec Alain Prost pour des raisons qu'on ne va pas expliquer ici parce que ça serait trop long, mais c'est une confrontation, une rivalité sportive très très forte parce que c'est très simple. Ayrton savait qu'Alain Prost était le meilleur pilote du plateau et que pour être à son tour le meilleur, il fallait battre Alain Prost. C'est aussi simple que ça. Alain s'est souvent demandé mais pourquoi il m'en veut comme ça. Il ne lui en voulait pas, il voulait juste la référence était Alain Prost, donc il fallait faire mieux que la référence. Mais je me suis autorisé à écrire ce livre à la première personne parce que, comme vous l'avez dit, je le connaissais depuis 1978, c'est-à-dire sa toute première course de karting en Europe. C'était au Mans, un championnat du monde de karting au Mans, jusqu'à malheureusement ce 1er mai 1994. Et donc, on s'est beaucoup vu pendant toutes ces années. On a eu souvent des entretiens sur les circuits, en privé, en dehors des circuits, qui portaient sur la course automobile, mais aussi sur des tas de choses dans la vie, sur le risque, bien sûr, sur la vie que pouvait avoir un pilote. Il n'a jamais voulu avoir d'enfant ou se remarier, en tous les cas. Il a été marié pendant quelques mois, mais il a divorcé très vite parce qu'il voulait se consacrer au sport automobile. Et je pense que instinctivement, il savait que ce sport était très dangereux. Il ne voulait surtout pas laisser un orphelin, ou en tous les cas avoir des enfants pendant qu'il faisait alors qu'il aimait beaucoup les enfants, il était très attaché à son neveu Bruno, qui lui-même a un jour fait de la Formule 1. Donc, vraiment, je pense que je le connaissais suffisamment pour... et puis, il m'avait beaucoup parlé pour savoir un peu quelle était sa réaction dans certains domaines et à la lueur de certaines actions, quoi. Donc, c'est vrai que bon, c'est un petit peu risqué d'écrire ça à la première personne, mais par exemple, je ne serais pas capable, ou je ne l'aurais jamais fait avec n'importe quel autre pilote, même Alain Prost que je connais bien, ou avec un pilote pour qui j'avais pas d'affinité, comme Michael Schumacher ou des gens comme ça. Vous voyez, je ne pouvais le faire qu'avec lui. Après, bon, les lecteurs diront si c'est réussi ou pas, mais voilà, j'espère ne pas l'avoir trahi. Mais le circuit d'Imola, j'aimerais qu'on revienne un instant dessus, où Senna a perdu la vie, et le fil conducteur de votre récit. Un circuit particulièrement risqué, le week-end du 1er mai l'a prouvé. Personne à la FIA n'en avait conscience ? C'est-à-dire qu'à cette époque, pas mal de circuits avaient cette caractéristique d'être assez potentiellement dangereux. La sécurité des circuits n'était pas celle d'aujourd'hui. On en parlera sans doute, elle a évolué en partie à cause de ce terrible week-end. Mais paradoxalement, c'est un circuit que les pilotes aimaient parce que justement, il nécessitait un engagement
qui était pas facile. Vous voyez, les pilotes aiment beaucoup, paradoxalement, ces circuits comme Spa-Francorchamps, des circuits très rapides, mais très techniques aussi, avec des grandes courbes rapides. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accident de Comas à Blanchimont. La courbe de Blanchimont est une des courbes les plus effrayantes du calendrier, parce que c'est une courbe qui passe à 300 km/h, et à 300 km/h, vous ne pouvez pas vous tromper de 1 ou 2 cm quand vous commencez à inscrire votre voiture vous parliez de trajectoire aussi, la précision d'une trajectoire, c'est ça aussi. Ça se joue à 1 ou 2 cm. Vous ne pouvez pas vous écarter de la trajectoire de 10 cm, parce que ces 10 cm deviennent 1 mètre à la sortie du virage, et 1 mètre, vous êtes en dehors de la piste, vous voyez. Donc, c'est ce type de circuit. Les murs sont très proches à Imola. Il y avait eu beaucoup d'accidents. Et c'est pour ça que j'ai voulu, en fait, en construisant ce récit, je me suis aperçu que beaucoup de choses importantes se sont produites dans le domaine du sport automobile et dans la vie de pilote d'Ayrton à Imola. Des accidents, le conflit avec Alain Prost naît en 1989 à Imola, à la suite d'un pacte qui n'a pas été respecté, il est vrai, par Ayrton. Et c'est en revenant quelques années en arrière, comme je l'explique en 82, la même chose qui a coûté finalement l'amitié d'abord, puis la vie à Gilles Villeneuve, qui était coéquipier de Didier Pironi chez Ferrari. Et ce jour-là, Didier Pironi a cassé un pacte, trahi Gilles Villeneuve, qui s'est tué 15 jours plus tard en Belgique en essayant d'améliorer le record de piste qu'a venait de faire Didier Pironi. Vous voyez, toutes ces histoires se tiennent. Oui, c'est un enchevêtrement Et les voitures et les circuits étaient beaucoup moins sûrs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais est-ce que, à votre avis, Ayrton Senna avait conscience du danger? C'est vrai que vous parliez du style un peu plus agressif qu'il avait quand il était au volant. Il avait conscience du danger de ce circuit d'Imola? Bien sûr, d'abord, et du danger en général en Formule 1 sur ce circuit. D'abord parce qu'il travaillait beaucoup dans la coulisse pour améliorer justement la sécurité des circuits et des voitures, de par sa notoriété, sa crédibilité de champion du monde, en compagnie même d'Alain Prost. Et d'ailleurs, le week-end d'Imola, il avait encore répété à Alain Prost qu'il fallait absolument créer un groupe de travail beaucoup plus efficace face à la FIA et les organisateurs pour diminuer les dangers. Je me souviens très bien d'une discussion qu'on a eue chez lui un jour au Brésil, où il me racontait un des accidents qu'il avait eu à Hockenheim. Il avait eu un problème mécanique, sa voiture s'était envolée dans les airs, et quand il s'était vu retomber sur la piste, il était passager de sa voiture, il ne pouvait plus rien faire, il a vu le sol se rapprocher. Il me dit à ce moment-là, on y est. Il pensait vraiment qu'il allait se tuer à ce moment-là. Mmh. Et il a toujours été très conscient du danger. D'abord, contrairement à la légende, c'était pas un pilote dangereux. Hein. Il a eu, comme tous les pilotes, des petits accrochages, quelques accidents, mais des accidents graves. Le plus grave, évidemment, c'est celui qui lui a été fatal. Avant cela, il en avait eu... il avait eu 2 accidents un peu sérieux, mais le reste, c'est des accrochages qui arrivent assez fréquemment en piste, qui étaient à cette époque plus dangereux qu'ils ne pourraient l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même pas un sujet, les types s'accrochent, il se passe rien, la voiture est détruite, tout va bien. Mais comme vous l'avez souligné, à cette époque, le point névralgique des pilotes, c'était la tête qui était la plus mal protégée. Lionel Froissart, Imola reste le circuit de la mort d'Ayrton Senna, mais c'est aussi, je le disais dans mon récit, le circuit sur lequel 5 ans avant, la relation entre Ayrton Senna et Alain Prost se tend sévèrement lors du Grand Prix d'avril 1989. Au fond, on aimerait comprendre quand même, vous parliez de pacte brisé, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux champions? Outre le fait que Ayrton Senna voulait prendre la place d'Alain Prost. Oui, alors, bon, ils étaient rivaux, ils étaient dans la même équipe, donc là, c'est l'exemple parfait de la rivalité absolue. Vous savez que en Formule 1, les 2 pilotes sont dans une même équipe, donc le premier adversaire, c'est celui qui a la même voiture que la vôtre, parce que les autres, aujourd'hui, on peut dire, bah oui, Verstappen est très fort, mais il est dans une Red Bull qui est intouchable, etc. Si un pilote rivalise avec Verstappen chez Red Bull dans la même voiture, là c'est une vraie référence. Donc à l'époque, Alain et Ayrton étaient donc dans la même écurie McLaren, et l'année précédente, 88, tout s'était à peu près bien passé, puis Alain
avait formulé l'idée d'un pacte où, au cours duquel ils se mettraient d'accord pour ne pas s'attaquer l'un et l'autre avant le premier virage, vous savez que le départ d'un Grand Prix est le moment le plus dangereux, oui, le plus à risque. Et donc, alors, Ayrton n'était pas trop d'accord sur cette idée. L'idée vient d'Alain, hein, contrairement à ce que Alain raconte souvent, de ne pas s'attaquer. À chaque fois, Ayrton disait, bon, on peut essayer. Si Alain lui proposait le pacte, il dit oui, on peut essayer. Bon, il s'est rien passé de trop grave en 88, une petite anicroche au Portugal qui s'est pas mal fini. Et en 89, Ayrton a cette mauvaise idée. Revenons donc au Grand Prix d'Imola 89. Un premier départ se déroule. Alain Prost part derrière Senna qui est en pole position. Tout se passe bien. Ayrton prend le meilleur. Et puis, il y a l'accident de Gerhard à Tamburello. Exactement au même endroit où Ayrton se tuera quelques années plus tard. La course est arrêtée et au moment de l'arrêt de la course, Ayrton a cette idée saugrenue de lui dire à Alain Prost: est-ce qu'on respecte notre pacte pour le deuxième départ? Mais dans son esprit, j'ai analysé ça très facilement, c'est que dans l'esprit d'Ayrton, il était impossible dans son idée qu'il puisse rater son départ. Donc, il n'y avait pas de problème, il partirait en tête, sauf que au deuxième départ, il a raté celui-ci, il s'est retrouvé derrière Alain et il s'est trouvé en position de le doubler avant le premier virage, qui n'était pas autorisé dans leur pacte, et Alain s'est senti floué, trahi, et donc a fait une très mauvaise course, même un tête-à-queue, ce qui était très rare chez lui, fini loin, évoquant des problèmes de pneumatique. Donc voilà, la brouille est née de là. Ça aurait pu en rester là, ils auraient pu se brouiller, puis bon, en parler et tout s'arrangerait, sauf que quelques jours plus tard, ils sont convoqués pour une séance d'essai sur un circuit au Pays de Galles, et Ayrton, Alain sont réunis par Ron Dennis, leur patron, et Ayrton se fait gronder comme un petit enfant. Et comme c'était quelqu'un de très sensible, il accepte les récriminations de son patron, mais il lâche 2-3 larmes. Enfin, bon, il est ému et il est touché par le fait qu'on le traite comme un gamin. Et il se trouve qu'au Grand Prix suivant à Monaco, Alain Prost, qui a parlé à un journaliste français, l'histoire se retrouve en pleine page de l'équipe, et Ayrton l'apprend, et à partir de là, comme on marque dans le journal que c'est un pilote sensible, qui a pleuré, etc., qu'il s'est fait disputer comme un gamin. À partir de ce jour-là, il n'adresse plus la parole à Prost. En tous les cas, il ne lui adresse plus la parole pour parler d'autre chose que de technique et de mise au point. Et dans votre roman, L'icône immolée, vous reconstituez la dernière conversation d'Alain Prost et Ayrton Senna. C'est Alain Prost qui vous l'a raconté ? En partie, oui. Bien sûr, des témoins qui étaient là dans le stand de Williams, pour en avoir beaucoup parlé avec Alain. Très bizarrement, Alain avait donc arrêté sa carrière fin 93, on est début 94, et pendant tout l'hiver, alors que Ayrton découvre la Williams, dans laquelle courait Alain Prost l'année d'avant, il découvre une écurie qui n'a rien à voir avec McLaren, où chez McLaren, les pilotes étaient vraiment choyés, ils étaient dans un cocon, très écoutés. Et là, chez Williams, le pilote, comme le disait souvent Frank Williams, est un employé parmi d'autres. Certes, le mieux payé, mais c'est un employé parmi d'autres. Et donc, il n'est pas considéré de la même façon, il n'est pas écouté de la même façon, il n'est pas choyé, encore moins dorloté. Donc, déjà, il y a cet aspect humain auquel était très sensible Ayrton. Et la voiture marche pas, surtout. La voiture est très difficile à conduire. Mais ce qui avait étonné Alain à l'époque, c'est que Ayrton lui demande de venir le voir dans le stand avant le départ, alors que c'est un moment justement d'intense concentration où le pilote veut surtout penser à la façon dont il va prendre son départ, les réglages ont été faits de cette façon, la voiture risque de se comporter comme ça. Vous voyez, c'est pas le moment où on a des grandes discussions philosophiques même avec un ami. Donc c'était assez surprenant, mais ça tenait aussi au fait, vous l'avez dit, de cette ambiance incroyable d'Imola après les accidents de Barrichello, de Ratzenberger la veille, et voilà, et cette voiture qui marchait pas, cette tension extrême pour Ayrton, qui devait absolument gagner cette course, et pour Ratzenberger, et pour commencer vraiment sa saison. Il y a deux questions que je vais faire en une, si vous voulez bien, Lionel Froissart.
On a tenu Bernie Ecclestone, le patron de la FIA, comme responsable de l'accident. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont les dispositions qui ont été prises ensuite pour alors que sur ce circuit d'Imola, Ratzenberger et Senna ont perdu la vie? Alors non, Bernie Ecclestone n'est pas responsable de l'accident. Ce qui est responsable de l'accident, c'est une casse mécanique. Ecclestone, lui, était le responsable commercial de la F1. Il avait tout intérêt à ce que le Grand Prix ait lieu pour des raisons évidentes financières. Donc voilà, ça, c'est le côté qu'on peut lui reprocher. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait après cet accident? Eh bien, bizarrement, très peu de choses dans l'immédiat, même si le choc a été terrible, mais il y avait donc 2 morts. Le Grand Prix suivant, c'était celui de Monaco. Et donc, entre les deux, il y a eu le président de la FIA, Max Mosley, a apporté quelques mesurettes. Enfin, je me souviens qu'à l'époque, j'avais écrit dans mon journal que c'était des mesurettes, ce qui n'avait pas beaucoup plu, mais c'était la vérité. C'était pas des mesures franches et structurées pour rendre les voitures et les circuits plus sûrs. Et à Monaco, un autre pilote a eu un grave accident, est tombé dans le coma. Et là, la F1 s'est rendu compte que, enfin, les responsables commerciaux de la F1, dont Ecclestone, que ça pouvait pas être les jeux du cirque tous les 15 jours. Oui. Donc là, des vraies mesures ont été prises pour rendre les voitures beaucoup plus solides, avec des structures déformées, enfin bon, des tas de choses qui se sont pas faites en 15 jours, mais qui se sont étalées jusqu'à nos jours, où les voitures sont un peu plus sûres à chaque saison. Au Brésil, Ayrton Senna reste évidemment une icône. De quelle façon on y fait vivre sa mémoire? Alors, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'au-delà du Brésil, sur tous les Grands Prix, je continue à suivre les Grands Prix pour un magazine Sport Auto, donc je vois très souvent des rappels à Ayrton Senna, 30 ans après, un drapeau, un pilote qui n'était même pas né quand il est mort. Enfin, vous voyez, les gens comme Charles Leclerc, Pierre Gasly, qui lui ont rendu hommage au Brésil l'année dernière. Enfin, beaucoup de choses comme ça viennent de manière fugitive ou ponctuelle relancer un petit peu sa mémoire. Et surtout, au Brésil, il y a l'Institut Ayrton Senna, qui est venu en aide maintenant à des millions d'enfants depuis 30 ans, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Alors, c'est pas seulement aider des enfants pauvres, c'est des enfants qui ont envie de faire quelque chose, qui ont une idée dans la vie, qui n'ont pas forcément ou les moyens ou les possibilités d'aller dans telle école, etc. Et l'Institut les aide à accomplir réaliser leurs rêves, voilà, ce que Senna avait fait en devenant pilote et en devenant champion du monde. Pour terminer, Lionel Froissart, son souvenir va être d'autant plus réanimé que Netflix va proposer une mini-série sur le destin d'Ayrton Senna cette année. C'est au fond l'occasion de le faire connaître aux plus jeunes. Par exemple, notre journaliste Armelle Tiberge venait tout juste de naître au moment de l'accident, donc elle n'a pas connu. Pour beaucoup, le nom d'Ayrton Senna ne dit rien. Oui, c'est vrai. C'est Gabriel León qui va incarner Senna effectivement dans cette série Netflix et qui, d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec cet acteur là au Brésil l'année dernière, ça va s'attacher surtout à raconter un peu ce qu'a été en fait la jeunesse et la genèse de sa carrière, en ne racontant pas forcément la période Formule 1 qui est la plus connue, mais ce qui s'est passé avant et ce qui motive justement, ce qui fait qu'un jeune garçon parmi des milliers d'autres qui font du kart au Brésil a cette volonté tenace de devenir un très grand pilote. Donc effectivement, ça va relancer. Bon, puis il y aura beaucoup de commémorations, évidemment aussi à Imola dans quelques semaines, pour la mémoire de Senna. Merci beaucoup Lionel Froissart de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Ayrton Senna, le champion qui a trop vite quitté la piste. Je rappelle que votre roman L'icône immolée est paru aux éditions En Exergue et j'ajoute que vous publiez chez Glénat la bande dessinée Ayrton Senna, histoire d'un mythe. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1, Historiquement Vôtre.